Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Benjamin Glaise, Cécile de Ménibus. À 8h45 tous les matins, vous avez forcément le droit à la parole puisqu'on ouvre les débats à tous les auditeurs. 0826 300 300 ce matin, Arlette Chabot et Elisabeth Lévy, et vous surtout, sur des sujets divers et variés. On va parler de tout, notamment sur le meeting. On va commencer sur le meeting d'Éric Zemmour hier au Trocadéro avec la foule qui a scandé notamment Macron assassin. On y revient avec nos éditorialistes, bien sûr, pour commencer Arlette Chabot et puis Christine Bouillot. Bonjour Christine. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin, Christine. Déjà, revenons effectivement avec vous, Christine, sur ce meeting d'Éric Zemmour hier et sur ces mots scandés par certaines personnes dans la foule, dans ce meeting Macron assassin. Il y a eu beaucoup de réactions depuis. Alors, du côté du candidat, en tout cas de son équipe, on dit qu'il a pas entendu ce qui avait été dit et qu'il condamnait en tout cas ces propos. Est-ce que ça peut se comprendre sur un meeting comme celui-ci, qu'on n'entend pas à la tribune ce qui se dit comme ça dans la foule? Je n'ai pas la réponse là-dessus. Je ne suis pas à la place d'Éric Zemmour sur savoir s'il a entendu ou pas les on va dire les cris qui venaient de la place du Trocadéro, ce que laisse penser. Alors on peut entendre ce qu'il dit, ce que dit son équipe, c'est qu'il n'aurait pas entendu parce qu'il y a une forme de rétropédalage peut-être aussi. On voit aussi les images où on l'entend, on le voit qui laisse monter justement les cris de la foule. Alors la question est pas tant là, c'est effectivement de voir à quel point les mots sont excessifs dans cette campagne d'un petit peu partout quand même. Ouais. Donc c'est vrai que c'est je ne sais pas si ça sert le débat et ça sert la campagne. Toujours est-il qu'il y a ce terreau, ces mots qui sont prononcés, qui sont quand même relativement graves, et que la foule puisse dire traiter le président de la République française d'assassin. Je pense qu'effectivement on peut s'interroger sur le sens des mots que l'on donne maintenant aux événements et aux personnes. Il y a plus de frein, il y a plus de, je veux dire, on a connu des manifestations où on dénonce la France comme une dictature. Quand on voit comment ça se passe en Russie, aujourd'hui on peut se rendre compte de ce qu'est vraiment une dictature. Donc on est dans une forme d'excès un peu partout, de tous les côtés. C'est profondément inquiétant, je trouve, à 12 jours du premier tour d'une présidentielle, que des mots comme cela puissent être prononcés de la part d'une foule. Alors on sait aussi l'engouement que peut avoir, ou en tous les cas l'énergie que peut provoquer un rassemblement d'une grande ampleur dans une salle, mais on a connu des candidats qui étaient capables de dire ou de leur demander de ne pas siffler telle ou telle personnalité, ou de s'arrêter tout simplement. Souvenez-vous d'Édouard Balladur. Oui. Bon voilà, après c'était peut-être une salle plus serrée, mais on peut s'interroger sur, effectivement, est-ce que Éric Zemmour a entendu ou pas ces mots monter? Est-ce qu'il laisse faire son équipe dans ces cas-là? Je ne sais pas. J'avoue que ça m'interroge. C'est vraiment une séquence un peu particulière. Surprenante, effectivement. Arlette Chabot, on entendait à l'instant Christine, qui parlait notamment de cette violence qu'on entend, qui monte dans cette campagne présidentielle, quels que soient d'ailleurs les candidats ou les militants. Cette violence-là, au moins verbale, en tout cas verbale ici, elle est spécifique à cette élection présidentielle. Elle est d'autant plus forte sur cette élection présidentielle? Écoutez, la violence des mots, c'est vrai qu'elle est dans le débat public depuis des mois, voire des années. On a assez glosé, commenté la radicalité, à la fois dans les actions, la violence, parfois des militants, et aussi la violence des mots avec les réseaux sociaux qui se retrouvent dans les expressions, les commentaires des réseaux sociaux qui se retrouvent dans la vie politique. Mais franchement, l'explication que donne Éric Zemmour est peut-être... il y a une possibilité. C'est effectivement le Trocadéro, c'est immense, il y a du monde. Enfin, je veux dire, quand ce slogan est lancé, il est bien lancé par des gens qui sont à l'intérieur et qui sans doute sont les animateurs, on dirait ailleurs, des chauffeurs de salle. Donc c'est quand même une responsabilité de toute façon de l'organisation, du parti politique,
Et il y a un petit peu de temps quand même avant que Éric Zemmour, après avoir dit effectivement qu'il n'avait pas entendu, condamne. Enfin, je veux dire, c'est quand même énorme malaise dans la démocratie quand on finit par traiter le président de la République. On peut dire le président de la République, il faut le battre, on peut le critiquer, mais ce Macron assassin est insupportable. Insupportable, quoi qu'on pense d'Emmanuel Macron, quoi qu'on pense de l'action ou de l'inaction du gouvernement face à la violence, de l'insuffisance des mesures prises face à la délinquance ou voire au terrorisme, parce que le Macron assassin vise aussi la responsabilité ou la co-responsabilité qu'il aurait dans l'assassinat commis par des djihadistes. Donc tout ça est un peu fou et fait très peur sur les dérives d'un débat. Hier, on avait l'impression d'être limite dans un meeting de Donald Trump où tout est permis et où ça se termine, pardon de le dire comme ça, par un appel à marcher sur le Capitole. Donc franchement, si c'est ça l'évolution de la vie politique française, le débat est nécessaire, toutes les critiques sont utiles et elles sont la liberté dans ce pays, c'est d'exprimer effectivement des critiques, mais là on n'est pas dans la critique, on est dans l'insulte et dans un dérapage qui est effectivement extrêmement préoccupant et dangereux. Alors sans justifier bien sûr ce qui a été dit, loin de moi l'idée de justifier ces propos-là, mais parce que c'est injustifiable, pardon. Voilà. Mais... Non, voilà. vous avez bien raison. Pour le coup, après, le fait qu'il n'y ait pas de débat possible à l'heure actuelle, en tout cas dans cette campagne présidentielle, on vit une campagne très particulière. Est-ce que ça renforce pas les positions extrêmes que peuvent prendre certains militants, sans les justifier? Encore une fois, Christine Bouillot. Je crois qu'au contraire, il faut rappeler qu'on n'a pas à rentrer dans une radicalité extrême parce que le débat n'existe pas. Enfin, je vois pas le lien de cause à effet de ce non-débat. Certes, on peut regretter qu'il n'y ait pas de débat, mais on va dire l'échange des idées, tous les autres meetings se sont tous très bien passés ce week-end. Enfin, partout, que ce soit à Toulouse pour la gauche à travers Anne Hidalgo samedi, Fabien Roussel hier, Jean-Luc Mélenchon. Enfin, je veux dire, on a le droit d'être exalté, on a le droit de contester, mais rien ne justifie qu'il n'y ait pas de débat à la télévision, parce que c'est de ça dont on parle en réalité. Hein, c'est ça que réclament les candidats, les 11 autres candidats avec vis-à-vis d'Emmanuel Macron. Mais on voit aussi que les choses se tassent aussi dans les sondages, donc il y a une forme de rééquilibrage. Mais la radicalité au sens là, je crois que il faut bien comprendre que tout le monde y perdra. C'est pas simplement le candidat soi-disant du système ou quelque chose comme ça. C'est que la radicalité, l'extrême de chaque côté, ça pousse à un danger qui est celui on va dire, de non-débat derrière. Parce qu'après, quand vous êtes comme ça, à être à ce point radical, qu'est-ce que vous pouvez entendre de l'autre? Rien. La société a y perdre. Je vous entends bien, Christine Bouillot, Arlette Chabot. Le candidat, en l'occurrence Éric Zemmour, ça risque de le desservir aussi fortement de tels propos. J'en sais rien, parce qu'effectivement, ça va conforter une partie de son électorat qui vote pour lui, justement parce qu'il, lui, est radical dans ses positions. Et vous avez remarqué que jamais il n'a fait machine arrière, il corrige à la marge, mais jamais ne regrette la moindre expression. C'est une marque de fabrique, c'est son style. Après, il peut conforter, effectivement, encore une fois, son électorat et peut-être dissuader, comme d'autres expressions, formules peuvent effectivement détourner un électorat un peu bourgeois, conservateur, qui finit par se faire un peu peur et trouver que ça va trop loin. Pour le reste, encore une fois, il y avait d'autres choses. Quand une foule crie collabo, l'utilisation du mot, elle visait la gauche et son action dans les banlieues. Vous pouvez protester contre la gauche et trouver que des attitudes ou le laxisme, guillemets, à laxisme de la gauche face à l'islam dans les banlieues est condamnable. Mais de là à crier collabo, c'est pas un mot non plus. Les mots, il vient pas de nulle part. Il vient pas de nulle part. Pour le coup, le terme d'assassin a un sens très fort. Assassin, c'est ce qu'on. Donc voilà. Donc je pense que tout ça est quand même dissuader peut-être certains électeurs modérés, comme effectivement le refus de dire que des enfants souffrant de handicap, on en a assez parlé, allant dans des écoles normales, a effectivement choqué. Le refus d'accueillir des réfugiés ukrainiens aussi. Après, au contraire, il y a un fond
de radicalité. Il y a un fond, parce que ce sont des gens qui, pour certains, viennent évidemment de ce qu'on appelle l'extrême droite et affichés et assumés, eh bien, peuvent être au contraire rassurés par ces propos. De même que le terme le ministère de remigration a pu choquer, étonner, même à l'intérieur de son camp aussi, et qui d'autres trouvent que finalement c'est quand même une super opération et un super coup politique. Christine Bouillot, là-dedans, ce qui a été beaucoup critiqué aussi par rapport à hier, c'est que Éric Zemmour a mis du temps finalement à condamner ses propos, et il l'a fait via son équipe. Ça veut dire quelque chose aussi. Oui, ça veut dire qu'il y a une forme enfin, on va dire, il y a le candidat, il y a son équipe, et le candidat, comme disait Arlette, peut-être que il a une difficulté à revenir sur des séquences, des propos, des choses comme ça, et c'est pour ça aussi que certains apprécient le franc-parler qui est le sien, et on est d'accord ou pas avec ça, mais toujours est-il que il a ses partisans, je dirais qu'il a plutôt ses fans par rapport à ça. Donc, mais après, il y a aussi la séquence d'après, c'est-à-dire qu'on peut difficilement, j'imagine, se revendiquer à la présidence de la République, donc être président de tous les Français, et après accepter que le président en poste soit traité d'assassin. Donc je pense qu'il y a aussi, on va dire, dans son entourage, des personnes qui doivent se dire, là ça va un peu trop loin, comme sur d'autres propos qu'il a pu tenir sur les handicapés, sur l'accueil des réfugiés ukrainiens, où il a fallu qu'il rétropélade, ou soi-disant c'est les médias qui avaient mal compris ses propres propos. Bon, je rappelle juste que Emmanuel Macron, qui est président de la République française, n'a pas commis d'actions qui font qu'il y a 3 800 000 personnes qui ont quitté la France. C'est le président russe aujourd'hui qui fait que il y a pratiquement 4 millions d'Ukrainiens qui ont quitté le pays. Donc quand on dit les mots ont un sens, je pense qu'il faut les poser par rapport aux événements. Donc c'est vrai que cette séquence-là, qui se voulait séquence de masse pour relancer la campagne, peut-être malheureusement pour l'équipe de campagne, on verra, mais aujourd'hui, effectivement, on fait un focus uniquement sur cette séquence de cette montée du public, et du coup, peut-être que ça va plus desservir que ça n'aurait servi dans les sondages. On le verra dans les jours qui viennent avec les différentes études. Merci beaucoup, Christine Bouillot. Vous restez avec nous, Arlette Chabot, aussi avec Éric Revel, qui va nous rejoindre dans un instant. Revel en campagne. Et justement, on va parler de ces très nombreux meetings de dernière course, justement, dans cette présidentielle à moins de 2 semaines. On va voir quelle importance ils peuvent avoir justement dans le choix des électeurs, quel impact. Et puis on parlera aussi de la question de la Corse avec la remontée des tensions hier soir. Et puis l'affaire McKinsey, si vous voulez, vous nous appelez aussi 0826 300 300. Et vous répondez à notre question du jour. Restez avec nous, il est 8h57. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Benjamin Glaise, Cécile de Ménibus. 9h03, tout de suite, Revel en campagne. Sud Radio présidentielle 2022. Bonjour, Éric Revel. Bonjour messieurs, dames, bonjour à tous. Beau temps sur la France hier, c'est vrai qu'on s'est fait plaisir. Oui. Et puis à côté, une pluie de meetings politiques. Nous sommes à moins de 2 semaines du premier tour de la présidentielle, Éric, forcément. Oui, c'est la saison des grands meetings politiques qui passe son plein en ce moment, à 2 semaines donc du premier tour, l'élection, il faut le rappeler, présidentielle. Espérons d'ailleurs que l'abstention sera réduite. Avant le meeting d'ailleurs du 2 avril prochain du président candidat Emmanuel Macron, ça se déroulera à l'Arena, à la Défense, près de Paris. Alors plusieurs ténors, ont rassemblé des foules plus ou moins importantes ce week-end. Jadot au Zénith à Paris, Mélenchon au Prado à Marseille, Zemmour au Trocadéro et dans une moindre mesure Fabien Roussel à Toulouse. Alors la bataille des chiffres évidemment fait rage. Les commentaires sur les petites phrases aussi. Le traitement médiatique, parfois, de certaines chaînes info a parfois tourné, à mon sens, au soutien de certains candidats. C'est un peu l'écume des choses, c'est un grand classique. Vous connaissez la théorie des 3 L, qui, dans les médias, les 3 L, c'est léchage, lâchage, lynchage. Alors bon, je vous laisse ou au premier L, ou au deuxième, ou au troisième, suivant vos accointances politiques. Et puis, il y avait aussi Marine Le Pen, qui avait choisi donc la Guadeloupe, où l'accueil a parfois été extrêmement mouvementé, mais aussi parfois chaleureux quand elle est arrivée à l'aéroport, et où la candidate du RN, elle avait pris le contre-pied justement des grands meetings dont on parle, c'est-à-dire la proximité opposée au gigantisme des autres grands rassemblements politiques du week-end. Bon, et à quoi servent ces grands meetings, en tout cas politiques, Eric ? Alors c'est la question qu'on peut se poser, parce que les grands meetings sont censés faire étalage évidemment de la force d'un candidat pour impacter le jugement de ceux qui hésitent ou qui basculeraient dans l'abstention. Le meeting, c'est aussi, c'est ma petite note psychanalytique du matin, c'est aussi le catalyseur irrationnel d'une forme d'auto-persuasion que le candidat évidemment
qu'on est venu soutenir est le meilleur et qu'il va gagner. Alors chacun dans son style et petite phrase mise à part, Mélenchon et Zemmour ont frappé les esprits, ou à l'insu de leur plein gré, à gauche et à droite, les électorats cibles de l'un et de l'autre. Bon, et un meeting peut-il inverser alors les pronostics et les sondages, Eric? Alors un meeting, historiquement, mais Arlette Chabot en dira peut-être plus, ne change sans doute pas le cours de l'histoire politique qui va se jouer, mais il peut influencer à la marge au moment où le temps de parole, d'ailleurs politique, dans les médias est surveillé, vous savez, depuis aujourd'hui, comme le lait sur le feu. Alors le relais qui va s'accentuer, c'est aussi celui des réseaux sociaux, avec sa cohorte de fake news, hors champ évidemment des décomptes des autorités de contrôle. La campagne va se durcir, oui, ça c'est sûr, sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook ou sur Snapchat, pour ne citer que cela. Alors un meeting peut-il changer quelque chose? Les effets loups sont parfois extrêmement trompeurs. Je vais vous citer un meeting que vous avez peut-être en tête et dont il faut se souvenir. C'est le meeting de l'ancien candidat socialiste Benoît Hamon. On est le 19 mars 2017. Ouais. Il réussit, Benoît Hamon, à remplir Bercy. Il remplit Bercy et un peu plus d'un mois plus tard, le 23 avril pour le premier tour de l'élection présidentielle précédente, Benoît Hamon fait 6%. Donc ceux qui pensent que les meetings changent tout devraient garder en mémoire cet exemple. Bon, on démonte pas une loi avec un exemple, mais celui-ci me semble assez parlant. Merci Eric Revel. Et on continue de débattre 0826 300 300. Christine Bouillot, Arlette Chabot vous appelle ce matin avec on démarre par Serge. Oui, on va prendre Serge justement au téléphone qui est avec nous. Bonjour Serge. De Vichy. Bonjour Serge. Oui, bonjour. Comment allez-vous tous? Eh bien, écoutez, très bien. Et vous? Écoutez, ça va très bien. Donc, je viens de découvrir ce matin qu'après un président ne peut pas dire ça, on a un candidat ne devrait pas laisser dire ça. C'est intéressant parce que vous avez parlé quasiment que de ça depuis ce matin. Ça a commencé par Benjamin, ça a continué par les deux éditorialistes, oui. Y arriver. Et c'est sûr qu'il y a un phénomène qui s'appelle la psychologie des masses, des foules, bien connu, que les débordements parfois. Moi, j'ai suivi l'essentiel du meeting du Trocadéro en léger différé. C'est pas une très bonne audition, mais j'ai vu quand même qu'il y avait moi ce qui a été dit là, ce Macron assassin, moi franchement j'ai pas entendu. Mais encore une fois, j'ai pas une très bonne audition, c'est possible que ça vienne de moi. C'est parce que le son a été coupé, Serge, c'est pour ça. Ça, sûrement. Il y avait quand même une chose, c'est que on était au Trocadéro. Bon, je connais un peu le Trocadéro pour être allé à Paris quand même de temps en temps. Il y a un immense espace, un espace immense. Il y avait en plus du vent, visiblement, ça se voyait à la chevelure de certains intervenants. Et tout ça, est-ce que les paroles ont pu porter ou non? Est-ce que le candidat a pu entendre ou non? Je ne sais rien, mais je vais faire une polémique là-dessus. Ça me paraît pas à la hauteur des ambitions de Sud Radio. Merci en tout cas, Serge. Après, alors là, on n'est pas là pour polémiquer. En l'occurrence, vous voyez, on débat posément avec Arlette Chabot, avec Christine Bouillot qui est avec nous, bien sûr aussi avec Eric Revel. Là, en l'occurrence, quand on dit Macron assassin, quel que soit le candidat, je pense que ça aurait fait réagir de la même manière de toute façon. C'est le mot, en l'occurrence, qui pose problème, l'utilisation de ce mot. Encore une fois, on peut critiquer les programmes des uns et des autres, ne pas être d'accord. Oui, mais si vous voulez, moi ce que je vous reprocherais dans ce cas-là, c'est Eric Revel la part, parce qu'il a toujours beaucoup de modération, et je l'apprécie beaucoup pour ça, parce qu'il a essayé de mettre les... Il vous entend. Ouais, mais, et c'est sincère ce que je vous dis, mais il a essayé de mettre tous les meetings d'hier à peu près sur le même plan, prendre du recul, et c'est souvent ce qui manque dans l'information à l'heure actuelle. On va se focaliser sur deux mots, parce qu'hier c'est deux mots. Alors il faut quand même aussi peut-être un peu chercher pourquoi on en arrive là. C'est-à-dire que moi je viens de finir le livre très intéressant de Rue Foll qui nous a permis de revivre toute la crise Covid et de se rappeler de certains épisodes. Moi je pense que aussi bien ces deux mots sont condamnables, autant tout ce qui a précédé peut
arrive là parce qu'on a eu une gestion du Covid qui a été d'une façon, je veux dire, qui a été critiquable, effectivement. Serge, merci en tout cas de nous avoir appelé ce matin sur Sud Radio. On va essayer justement de donner la parole aussi à tout le monde. Alors, en l'occurrence, que la situation ait été critiquable pour le coup sur la crise du Covid, d'accord, ok. Après, c'est sur l'utilisation, encore une fois, des mots qu'il y a un problème qui se pose. Et là, effectivement, je pense que le Macron assassin, de toute façon, on ne peut pas laisser passer. Et ça aurait été Zemmour assassin, ça aurait été la même chose. Maintenant, si on peut prendre un peu de recul, justement, par rapport à ce que disait Éric Revel, sur la question de ces grands meetings et de leur impact ou non sur les électeurs. Arlette Chabot, vous avez vécu plusieurs campagnes présidentielles. Non, très peu. Non, mais je suis d'accord avec Éric qui rappelait fort justement, effectivement, Benoît Hamon. Donc, vous pouvez remplir une salle, c'est aussi un problème d'organisation. Hein. Vous êtes assez bien organisé, vous avez des moyens. Vous avez un parti, en l'occurrence, à l'époque, Benoît Hamon avait un parti qui existait encore, qui était le Parti socialiste, et il pouvait remplir une salle énorme. Maintenant, c'est fait un grand meeting pour effectivement d'abord conforter les militants et affirmer qu'ils ont bien raison, et les électeurs aussi les conforter dans l'idée que vraiment leur candidat est le meilleur. La preuve, il y a tellement de gens qui viennent le soutenir, et ça concerne tout le monde, évidemment, droite, gauche, ça paraît évident. Même, il y a un grand meeting, je crois, dont j'ai oublié la date, pour Nathalie Arthaud, qui va remplir une énorme salle aussi à Paris. Donc, finalement, vous y arrivez, mais c'est pas ça qui fait évidemment l'élection. Et d'ailleurs, on a beaucoup dit que, au fond, il était un peu masochiste. Par exemple, Éric Zemmour d'aller au Trocadéro. Les images étaient formidables pour Nicolas Sarkozy en 2012. Ça, pour François Fillon, ça l'a réconforté de voir aussi en 2017. Puis finalement, les deux ont été battus. Donc, vous voyez, ça fait pas ça qui fait l'élection. Donc, c'est tout. On limite à ça. Mais on écoute quand même ce qui se dit dans les meetings. C'est pas ça, c'est quand même important. Christine Bouillot, sur ces grands meetings, l'idée c'est quoi? C'est finalement de rassembler un petit peu les militants, de montrer un petit peu justement, de légitimer une campagne d'une certaine façon? Un peu tout ça, mais c'est surtout... alors déjà, c'est effectivement fait pour les militants qui sont emmenés en général en bus. En fait, on vient de loin voir son candidat. À Toulouse, hier, effectivement, les militants communistes de toute l'Occitanie sont venus écouter Fabien Roussel dans une salle qui ne contient que 4000 places. Donc, effectivement, on peut pas pousser les murs non plus en termes de moyens. Enfin, c'est clair et net. Ça permet aussi, puisque les chaînes de télévision, Eric en parlait, ont diffusé ou diffusent ces meetings. Et le fait nouveau, en revanche, c'est que ce sont toujours les images proposées par les candidats. Il y a une époque où ces images étaient faites par les télévisions elles-mêmes. Aujourd'hui, c'est les équipes de campagne. Alors, on nous le signale, qui donnent les images. Donc, ça permet des reprises d'images. C'est fait aussi pour ces images-là, ensuite, pour les distiller sur les réseaux sociaux et donner, effectivement, raconter une histoire, raconter un récit, et donc aller toucher un public ailleurs et différemment, celui qui ne peut pas être là. Donc, est-ce que ça a un impact direct sur les sondages? Immédiatement, non, mais c'est fait pour, en tous les cas, marquer les esprits dans une campagne électorale. Allez, 0826 300 300 dans quelques instants. Vous choisissez l'affaire McKinsey ou la Corse. Les tensions de nouveau hier soir. On en parle dans un instant. Juste avant, ou Joe Biden. Juste avant, assez rapidement sur les temps de parole, parce que c'est le début de la campagne officielle aujourd'hui, avec la stricte égalité entre les candidats. Ça aussi, pour les médias, ça va être un véritable casse-tête. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de parler un peu moins de politique, justement, à 2 semaines de cette présidentielle? Arlette Chabot, pour commencer. C'est toujours la même histoire, c'est-à-dire plus on s'approche de l'élection, moins on fait de politique et moins on parle de politique, parce que les difficultés sont extrêmes. On peut trouver que c'est normal qu'il y ait une égalité de temps de parole, mais c'est très difficile. Vous avez des candidats qui sont seuls à pouvoir s'exprimer. Jean Lassalle n'est que Jean Lassalle. Donc c'est tout seul. Il y a personne qui parle à sa place. Donc vous imaginez, il n'y a pas de lieutenant, il n'y a pas de porte-parole. Donc vous imaginez tous les médias auxquels il doit répondre en permanence. Il ne fait que ça. Donc ces règles sont quand même difficilement applicables, ou alors il faut qu'il y ait moins de candidats. Et bien donc on aboutit au paradoxe qui est toujours le même, quelle que soit l'élection. Plus on s'approche du scrutin, moins on peut en parler. Et ben voilà, en tout cas, on continue d'être avec vous au 0826 300 300 avec Arlette Chabot toujours et Christine Bouillot justement pour poursuivre le débat. Et restez avec nous. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h et on reviendra à partir de 9h30 sur ces mots, sur le discours politique, l'impact en tout cas sur
les gens, sur les votants, avec Charlotte Eusin, qui est professeure de communication politique à Sciences Po Lille et auteur de ce livre Funambule, le discours politique décrypté aux éditions du Rocher. Vous voulez, pareil, nous en parler, 0826 300 300 vous attend au standard. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Benjamin Glaise, Cécile de Ménibus. Et on est ensemble jusqu'à 10h ce matin, 9h18. Et puisqu'une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, on va vous offrir des cadeaux ce matin. C'est pas pour tout de suite. Non, c'est pas pour tout de suite. Parce que j'étais en train de décrocher mon téléphone, là, justement. On peut y aller. Okay, allez, on y va. Allez, on y va. C'est les Gîtes de France 64 qui, toute la semaine, vont vous offrir vos vacances. Alors, vous rêvez d'air pur et vous avez bien raison. Des grands espaces, vous aimez les Pyrénées béarnaises et ou surfer, bien sûr, sur les vagues de la côte basque. Sud Radio et les Gîtes de France 64 vous offrent pour 4 personnes dans un gîte 3 épis un petit séjour très très sympathique. Donc pour ça vous allez faire le 0826 300 300 et vous allez me donner un chiffre entre 0 et 20. Allez, le 13. Vous êtes sûr ? Oui, je suis sûr. Allez, c'est un chiffre porte-bonheur ce matin, numéro 13. 0826 300 300 pour gagner un séjour au Gîte de France 64 avec Sud Radio. Et on continue ce matin, bien sûr, la suite des grands débats avec nos éditorialistes du jour, Charlotte, j'allais vous appeler Charlotte, Arlette Chabot. Non, mais oui, on peut changer de prénom ce matin. Tous. Vous voulez quoi, Arlette Chabot, vous voulez quoi comme prénom ce matin ? Vous choisissez, ça y est. Je crois qu'elle a fait un choix. C'est mignon, Charlotte. C'est joli aussi. Et puis vous, en tout cas, vous nous appelez aussi 0826 300 300 pour évoquer les sujets dont vous voulez parler. Ça peut être l'affaire McKinsey, ça peut être la Corse également. Et pourquoi pas, tenez, Arlette Chabot, parler déjà de l'affaire McKinsey avec ses propos quand même assez forts d'Emmanuel Macron hier concernant cette affaire. Alors, on va le redire, il a démenti toute combine. Il appelle ses détracteurs à aller au pénal s'ils ont des preuves de manipulation. Il y a comme un air de déjà vu dans ce discours-là d'Emmanuel Macron. Je vois que vous avez en tête Benalla, l'affaire et un Emmanuel Macron très énervé, effectivement recevant les parlementaires de la majorité et disant qu'ils viennent me chercher en évoquant évidemment tous ceux qui avaient largement développé l'affaire Benalla. Mais effectivement, c'est bien qu'il y ait une enquête. D'abord, les commissions parlementaires, ça prouve dans ce pays qu'il faut des contre-pouvoirs. Les commissions parlementaires sont utiles. Il y a des révélations par des journalistes, tant mieux. C'est vrai pour les cabinets conseils en général. Il y a donc la presse a un rôle de contre-pouvoir, même si beaucoup de gens détestent les journalistes, ils servent à ça quand même. C'est vrai pour McKinsey, c'est vrai pour Orpea et du coup les EHPAD. Et ça oblige le gouvernement à bouger. Donc moi je trouve ça très sain et salutaire. Donc au-delà des propos d'Emmanuel Macron que ça agace un petit peu, c'est encore une fois, c'est la nécessité des contre-pouvoirs dans une démocratie. Parce qu'on le voit pour McKinsey, on le voit effectivement aussi pour Orpea, où il y a déjà des mesures. Une enquête d'un journaliste et du coup le gouvernement s'en saisit en refusant d'aller jusqu'au bout, puisque au nom du secret des affaires, on ne rend pas public le contenu des rapports établis par les administrations qui ont enquêté. C'est un peu dommage, peut-être qu'on ira un peu plus loin, mais en tout cas, le travail des parlementaires comme le travail des journalistes sont aujourd'hui indispensables si on veut effectivement avoir, non pas des révélations, mais c'est bien des informations, en l'occurrence, sur certaines pratiques qui sont contestable. Plein de questions qui se posent en tout cas sur alors McKinsey, mais pas que. Alors McKinsey parce que cabinet conseil en général. Parce que alors McKinsey en l'occurrence, le problème c'est qu'ils ne payent pas d'impôts. Pas d'impôts sur les sociétés lors des 10 dernières années en France. Donc c'est pour ça que McKinsey est davantage ciblé. Il y a les questions des cabinets de conseil aussi privés plus largement avec le rôle qu'ils ont dans les différentes politiques mises en place par le gouvernement. Ça aussi c'est quelque chose de nouveau dont faut s'inquiéter. C'est pas nouveau, il faut juste s'interroger sur la manière dont on a recours à ces cabinets conseils. Dieu sait qu'il y a des administrations dans ce pays, si elles ne fonctionnent pas, si les fonctionnaires ne sont pas capables de réaliser un certain nombre de tâches, ce qui justifierait le recours à des cabinets conseils pour la réalisation. On a beaucoup parlé de la vaccination, par exemple. Si l'administration n'est pas capable de le faire, il faut réformer cette administration. Il y a trop de fonctionnaires, ils sont inefficaces, c'est une vieille rengaine. Si c'est le cas, il faut décider. Et puis, autrement, il faut justifier le recours à ces cabinets conseils.
visiblement, c'est pas nouveau encore une fois, mais ça se multiplie. D'ailleurs, il n'y a pas que le gouvernement. Il y a d'autres structures politico-administratives qui ont recours. Ça peut être justifié. C'est pas un scandale en soi. Il n'y a pas des scandales partout, mais il faut juste expliquer pourquoi, comment, combien. On a en tout cas beaucoup d'auditeurs qui nous disent, bah voilà, c'est surprenant qu'on n'en parle pas autant que ça, qui pointent notamment les médias de manière assez large en disant, alors Sud Radio, on en parle, hein, on en débat bien sûr, et on vous tient informé de cette actualité-là, mais est-ce que c'est surprenant dans le cadre d'une campagne présidentielle que peut-être certains opposants à Emmanuel Macron ne s'en saisissent pas davantage ? Oui, peut-être, mais il faut dire que cette campagne, c'est vrai qu'elle est un tout petit peu effacée pour faire utiliser un euphémisme. Donc, mais ça peut être un sujet. Ce sont des bons sujets, de même que considérer les EHPAD, leur mode de fonctionnement, le système privé. Le public n'est pas non plus parfait en matière d'accueil des plus âgés. Donc tout ça mérite effectivement et justifie des débats. Alors si on l'a pas dans l'élection présidentielle, il y a des législatives après, donc on peut continuer. Mais est-ce que ce sont des sujets qui ont un vrai caillou, c'est un vrai caillou dans la chaussure d'Emmanuel Macron, ou est-ce que finalement ça va partir avec l'eau du bain en fait? Je sais pas, c'est pas des cailloux, parce qu'au fond, il y a d'autres sujets qui sont effectivement, mais c'est un sujet qui mérite d'être évoqué et il doit répondre, lui, les ministres qui ont eu recours à ces cabinets conseils, par exemple. Et on a bien vu Bruno Le Maire expliquer qu'il ignorait l'absence, effectivement, de paiement d'impôts par McKinsey en France. Oui, on va dire aussi, à chaque fois, il faut dire la bonne foi, il vérifie pas tout. Après, faut agir. C'est la réaction qui compte. Que fait le gouvernement derrière? Est-ce qu'effectivement on va demander des explications et McKinsey devra payer des impôts? Encore une fois, c'est quand, comment, combien? Bien sûr. Les réponses, les questions sont simples. C'est simple, maintenant il faut y répondre. Et là, c'est peut-être un peu plus compliqué. En tout cas, vous nous appelez, vous continuez de nous appeler au 0800 26 300. Cécile, avec un auditeur, une auditrice. Mais c'est un auditeur, c'est René qui nous appelle de Vabre. Bonjour René. Bonjour René. Oui. Bonjour messieurs, dames. Bienvenue sur Sud Radio. Je voulais compléter, disons, ce qu'a dit Madame Chabot, parce que je suis d'accord avec elle. Le temps de parole accordé aux candidats, il y a une demi-heure d'accordé, mais il varie selon les gens qui viennent déjà, selon l'invité, et selon aussi le présentateur. On a des exemples, je ne vous citerai pas des noms, c'est pas la peine de dire du mal de quelqu'un, mais vous avez tous en tête des présentateurs qui ne laissent pas parler les gens qui les invitent. J'ai un souvenir sur Europe numéro 1, pas sur la vôtre, mais sur Europe numéro 1, d'un interview de Madame Le Pen. Si elle a parlé 2 minutes sur la demi-heure, c'est le bout du monde. Alors bon, je ne défends pas Madame Le Pen, c'est pas mes idées d'élection, mais enfin peu importe. Faut qu'ils puissent s'exprimer en tout cas. Voilà, au moins laissez-les parler, qu'ils lèvent leurs vrais 30 minutes. Oui. Alors 30 minutes, alors pour le coup quand on parle d'égalité de temps-parole, d'égalité exacte, parfaite, alors c'est pas forcément une demi-heure, ça après les médias choisissent combien de minutes, voilà, c'est juste pour préciser, mais effectivement il y a cette question-là qui se pose aussi, et c'est vrai que les candidats, chaque candidat puisse s'exprimer, bien sûr. Que vous n'aimez pas, si vous recevez quelqu'un que vous n'aimez pas, vous ne le laissez pas parler, quoi. C'est clair. C'est presque, j'irais jusqu'à dire, c'est humain, mais enfin, c'est pas normal, quoi. René, est-ce que votre candidat ou votre candidate est audible pour vous aujourd'hui? Eh bien, pour tout vous dire, madame, j'ai 87 ans. C'est la première fois que je suis embêté pour voter. Je ne sais pas encore pour qui voter, parce qu'il n'y en a pas un qui vaut la peine. Pas un. Voilà. Et ça, c'est un vrai changement par rapport aux précédentes présidentielles. Là, je suis vraiment embêté pour... je sais pas pour qui j'ai... Je me demande même si je vais y aller. Et pourquoi vous les trouvez pas à la hauteur, les candidats? Ah non, il n'y en a aucun qui vaut... attendez, Monsieur Macron vient de nous montrer pendant ça, parce qu'ils savent dire, on va faire ceci, mais pendant 5 ans, ils ont fait quoi? Voilà, c'est les résultats qui comptent. C'est pas les paroles. Moi, je vais faire ceci. Puis les autres qui font des promesses, alors vous m'excuserez, mais depuis que je suis au monde, j'en ai entendu des promesses. Quel était pour vous le dernier grand candidat, René, rapidement? Oh là là, faut remonter à très loin. Ah bon, d'accord. Très bien. Oui. Mais effectivement, ça illustre un petit peu ce que vous dites. En tout cas, René, un grand merci. Merci beaucoup, René, de nous avoir appelés. Je vais juste vous dire un petit mot, si je peux. Si Madame Lévy, Elisabeth Lévy est chez vous, je voudrais quand même lui dire
l'admiration que j'ai pour son courage, parce que, alors, la vérité, vous n'arrêtez pas de dire, parlons franc, elle parle franc, et j'aime ça. Parlons vrai, effectivement. On peut rajouter parlons vrai et franc pour le slogan de Sud Radio. En tout cas, merci beaucoup René on lui transmettra bien sûr à Elisabeth Lévy. Alors Arlette Chabot, pour conclure sur ce grand débat du matin, effectivement, quand on entend parler René, c'est vrai qu'on a l'impression que sur cette campagne présidentielle, on a pas mal d'électeurs qui sont un peu perdus, clairement, sur ce vote-là. Il y a deux cas. Il y a évidemment une abstention qu'on annonce très forte, le record de 2002 largement battu, entre 25 et 30%. Des électeurs qui n'iraient pas voter, et on parle souvent de l'abstention des jeunes, mais on voit bien que René, qui est pas très jeune, et c'est pas une insulte de le dire, lui aussi n'est pas sûr certain d'aller voter. Puis deuxièmement, il y a, en raison de cette incertitude, de l'insatisfaction des électeurs, il y a aussi des électeurs qui changent. Il y a une fluidité, une porosité entre les électorats et les choix des candidats, ce qui explique des variations. On passe de l'un à l'autre à droite, par exemple. On passe aussi de l'un à l'autre à gauche. Donc tout ça donne effectivement une incertitude importante pour le premier tour de l'élection. Ce qui fait que il y aura un peu de suspense, c'est-à-dire que cette élection elle est ouverte, mais en revanche, ça veut dire que c'est jamais une bonne nouvelle. C'est jamais une bonne nouvelle quand on parle d'abstention assez haute. C'est jamais une bonne nouvelle pour la démocratie. Non. Et pourtant ils sont plus nombreux qu'en 2017 à s'inscrire sur les listes électorales. Donc on verra. Oui, mais ils sont insatisfaits. Voilà. C'est ça, l'un dans l'autre. Merci beaucoup Arlette Chabot d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je vous souhaite une très belle journée. Et restez avec nous puisqu'on va vous offrir ce cadeau ce matin. Les Gîtes de France 64 et Sud Radio vous offrent un très joli cadeau puisque c'est un séjour pour 4 personnes dans un gîte 3 épis. Donc c'est plutôt très bien, très confortable. Oui, moi ça m'irait bien. Et vous allez pouvoir proposer à Sandra de partir avec elle. Sandra qui nous appelle de la Sarthe. Bonjour Sandra. Bonjour Sandra, bravo. Bonjour, je vous remercie beaucoup. Et on sent la voix de la joie. Ah oui, très contente. Et vous allez partir avec qui, Sandra? Avec mon mari et mes enfants. Ça, c'est une mauvaise nouvelle pour notre ami Benjamin Glaise qui voulait se glisser dans le voyage. C'est raté. Quand est-ce que vous êtes parti en vacances la dernière fois? Je me mets dans le coffre, c'est bon. Il n'y a pas de souci. C'était quand les dernières vacances, Sandra? C'était en février. J'étais voir ma deuxième fille qui est en Savoie. Voilà, très bien. Vous connaissez un petit peu les Pyrénées béarnaises? Plus du côté des Pyrénées. Non, je connais pas du tout, là. La côte basque, tout ça, non? Non, pas du tout? Non, pas du tout, non. Et voilà, vous allez adorer. Vous allez nous envoyer des photos. Merci beaucoup, en tout cas. C'est trop super. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sandra. On est très content de vous offrir ce cadeau offert par les Gîtes de France 64. Il y en aura à gagner toute la semaine, bien entendu. Restez avec nous dans un instant. On va revenir sur les présidentielles 2022. La vérité en face avec la force des mots dans les discours politiques. À tout de suite.